Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le Bénin avec un dossier consacré au président Boni Yayi. Au programme également de cette émission, le sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique centrale a eu lieu ce lundi et en Guinée, le président Alpha Condé va ouvrir des négociations avec les leaders de l'opposition. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Joël Montlouis, bienvenue. Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Et Malik Acher, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, actualité du jour. Le sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique centrale a donc eu lieu ce lundi au Tchad, un rendez-vous marqué par le retour du Rwanda, l'élection du président gabonais Ali Bongo à la tête de l'institution et surtout par les questions d'intégration économique et de sécurité. Un reportage de notre envoyé spécial à N'Djamena, Serge Kofi. Comment rendre plus dynamique la communauté économique des États d'Afrique centrale afin qu'elle soit un véritable outil d'intégration? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la CEEAC à N'Djamena ce lundi. Face aux menaces sécuritaires telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la circulation des armes légères, l'institution entend engager lors de ce rendez-vous une coopération harmonieuse porteuse de résultats. Notre communauté fait toujours face à de nombreux défis qui appellent des décisions appropriées de la conférence. Qu'il s'agisse de la situation en République centrafricaine, de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ou des conflits électoraux, notamment au Burundi. L'autre défi auquel l'institution doit faire face, c'est la concrétisation de la zone de libre-échange. La libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire reste encore à adopter. Selon les experts, l'absence d'une zone de libre-échange coûterait aux pays membres de la CEEAC 2 à 3 points de croissance. S'il est une question qui constitue un véritable défi de la CEEAC, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Comment peut-on réaliser ce projet de la libre circulation des personnes et des biens? Comment peut-on réaliser ce projet de la zone de libre-échange si les personnes ne circulent pas librement et si les États membres ne lèvent pas les entraves qui résistent aux décisions de la conférence, normes juridiques communautaires les plus élevées? On note lors de ces travaux des chefs d'État le retour du Rwanda, ce qui porte à 11 le nombre des pays membres de l'institution. Le président Idriss Déby Itno, président de l'institution depuis 3 ans, passera le témoin à un autre chef d'État de la communauté. Donc, Joël, le sommet de l'Afrique centrale a débuté donc hier lundi. Le Rwanda fait son retour après 8 années d'absence. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Personne n'attendait plus le retour du Rwanda et effectivement, ça a été salué à l'unanimité et ça permet également de renforcer le nombre de pays qui constituent cette communauté. Donc maintenant, le nombre passe à 11 et ça permettra, on va dire, une meilleure force d'action pour cette intégration régionale à proprement parler. Daouda, comment expliquer que le Rwanda revienne dans la communauté d'Afrique centrale alors qu'il a boudé cette institution pendant 8 ans ? Oui, le Rwanda revient après avoir boudé en 2007, effectivement, parce que aujourd'hui, je pense que ce pays a une visibilité plus claire sur sa gouvernance. On sait très bien que le Rwanda a effectué des efforts assez importants ces dernières années, notamment en matière économique, en matière sociale, etc. Et je pense que le Rwanda a aussi besoin d'un cadre international, on va dire sous-régional, mais international, pour aussi pouvoir s'afficher sur la scène internationale en collaboration avec les autres pays de la CEEAC. Donc ce qui est une très bonne chose en termes d'échange d'expérience, en termes d'intégration régionale, effectivement. Malik, l'autre fait majeur de ce sommet de l'Afrique centrale, c'est l'élection du président gabonais Ali Bongo à la tête de l'institution. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, c'est l'événement majeur un peu de ce sommet. Ali Bongo, on ne le présente plus, il a une grande expérience à la tête de son pays, du Gabon. Donc je pense qu'il arrivera à avoir une hauteur de vue respectable pour résoudre certaines problématiques au sein de cette communauté économique de l'Afrique centrale. Je pense qu'il connaît parfaitement les problématiques et les problèmes politiques qui se posent. Nous sommes dans un contexte sécuritaire notamment très complexe.
complexe et je pense que son expérience peut faire bénéficier cette zone de l'Afrique centrale. Alors justement, Daouda, le Gabon n'est pas concerné directement par cette menace terroriste Boko Haram. Est-ce que le fait que le président gabonais Ali Bongo soit à la tête de l'institution en cette période est une bonne chose ? Oui, alors c'est pas une mauvaise chose, étant donné que l'organisation, la CEAC fonctionne avec des règles démocratiques. Donc les sujets qui sont portés à l'ordre du jour et les sujets prioritaires que la communauté doit mettre en avant, c'est décidé par l'ensemble des chefs d'État. Maintenant, c'est à mettre en œuvre de façon pratique sur le terrain. Le fait que le président Ali Bongo soit président en exercice et que le Gabon n'est pas impliqué effectivement dans la lutte contre Boko Haram ne me semble pas être un handicap pour avancer dans cette perspective de combat contre Boko Haram. Et je pense qu'au contraire, qu'on l'a vu quand même s'impliquer à chaque fois qu'il y a eu des réunions contre Boko Haram, même si le Gabon n'est pas directement impliqué. Donc c'est une bonne chose aussi. Joël, une réaction peut-être par rapport à cette élection du président gabonais à la tête de l'institution ? Une chose peut-être que l'on peut mettre en avant, c'est la bonne volonté du Gabon, notamment en offrant un terrain de 7 hectares à Libreville pour la construction du nouveau siège de l'organisation. Donc on voit bien là la volonté du président d'être présent au sein de la communauté et l'envie, on va dire, de marquer et de façon durable la communauté, pour rebondir sur tes propos. Alors Malik, pour continuer sur la question sécuritaire, c'est lors de ce sommet que la force mixte multinationale a été officiellement lancée, 10 000 soldats. Est-ce que cela va changer, on va dire, radicalement les choses sur le terrain ? Je le pense vraiment. Je pense qu'il était temps que cette force voie le jour pour stabiliser le contexte sécuritaire dans cette région. Vous savez, je le répète tout le temps, ça devient un leitmotiv au sein de cette émission. Il faut vraiment une véritable coopération entre les États pour permettre de vaincre certaines problématiques sécuritaires comme la lutte contre le terrorisme et là, en l'occurrence, Boko Haram, parce que c'est l'organisation terroriste qui pose des problèmes majeurs au sein de cette communauté et qui menace même l'avenir économique de la région. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut, je pense, renforcer les effectifs. Je pense que 10 000, c'est suffisant. Il faudra voir selon les théâtres d'opération. On ne peut pas dire, voilà, il y a 10 000 soldats. Est-ce que ça va suffire ? Cela, je veux dire, ça dépendra des événements à venir. Maintenant, il faut que cette force soit opérationnelle. Parce que vous savez, on a cette problématique-là d'intervention, de temps assez long, de mettre en place une force armée sur le terrain. Ce n'est pas évident. Et je pense que les États africains d'Afrique centrale doivent travailler justement sur cette réactivité. Il y a un problème, on se réunit, on essaie d'intervenir rapidement. C'est schématique ce que je viens de dire, c'est simpliste, mais c'est une réalité. Et je pense et j'espère qu'avec cette force-là, ça va se mettre en place. Daouda, qu'est-ce que cela pourrait changer par rapport à ces forces tchadiennes et camerounaises qui interviennent déjà sur le terrain ? Ce que ça va changer, c'est un renforcement justement des interventions des pays qui sont en train aujourd'hui d'intervenir, notamment le Tchad, parce que ça va donner du coup un cadre institutionnel avec un soutien de l'ensemble des États pour pouvoir continuer le combat. Donc ça ne fait que renforcer la lutte qui a été entamée, les stratégies qui ont été entamées et qui vont être peaufinées normalement, étant donné que maintenant c'est devenu officiel, espérons-le. Merci. Dans l'actualité également, en Guinée, le président Alpha Condé a demandé ce lundi à son gouvernement d'ouvrir des négociations avec les dirigeants de l'opposition. Le but, mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations il y a maintenant un mois à Ouarbarkala. C'est par une lettre adressée à son Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et par un communiqué de presse que le président guinéen Alpha Condé a fait part ce lundi 25 mai de sa volonté de reprendre le dialogue avec l'opposition. L'objectif pour le président, favoriser la tenue transparente et équitable des élections présidentielles et communales prévues respectivement pour octobre 2015 et mars 2016. Mercredi 20 mai, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, s'était entretenu avec le président Alpha Condé, mais l'homme politique s'était dit déçu de la rencontre. L'opposition semble donc attendre mieux de l'annonce du chef de l'État. Nous sommes à notre 4e dialogue, si on arrive à organiser celui-là. Nous en avons fait en 2011. Le président de la République a gardé les conclusions d'Enfant-Tiroir. Nous en avons eu en 2013 sous l'égide des Nations Unies. Les conclusions n'ont été appliquées que pour l'organisation des élections législatives.
Nous en avons eu en 2014 après que l'opposition ait quitté l'Assemblée nationale justement parce que les conclusions de 2013 n'étaient pas appliquées. Nous en demandons en 2015 parce que les conclusions des négociations de 2014 n'ont pas été appliquées. Donc il y a strictement rien de nouveau. Ce que nous savons, nous nous trouvons pratiquement à 4 mois de l'élection présidentielle et nous pensons que Alpha Condé joue le temps. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le camp présidentiel et l'opposition autour de la question du calendrier électoral et de violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans diverses villes du pays. Du côté de la commission électorale, on salue toute initiative visant à renouer les fils du dialogue. La CENI soutient toutes les initiatives qui peuvent favoriser la participation effective de la classe politique à l'ensemble du processus électoral, premièrement. Deuxièmement, je pense que si les interlocuteurs sont honnêtes entre eux et s'ils sont conscients qu'il s'agit du devenir de la nation, je pense qu'on aboutira à des initiatives nous permettant de respecter les dates constitutionnelles des échéances électorales. Parce qu'il s'agit en fait de respecter les délais impératifs fixés par la Constitution guinéenne, qui est notre loi fondamentale et à laquelle nous devons obéissance. Le président guinéen n'a pas encore fixé de calendrier de négociation avec l'opposition, mais émet toutefois le souhait qu'un dialogue soit organisé sans délai. En attendant, les opposants souhaitent toujours que les élections communales puissent se tenir avant les présidentielles. Alors Malik, de nouvelles discussions annoncées donc en Guinée. Est-ce que justement c'est un simple effet d'annonce ou est-ce qu'on peut penser que réellement la situation va se décanter ? Il est difficile de se prononcer maintenant. Vous savez, les multiples reports des dialogues entre l'opposition et le pouvoir, de nombreuses réunions ont eu lieu et n'ont pas abouti finalement à grand-chose. La dernière rencontre entre Cellou Dalein Diallo et le président a particulièrement déçu la classe politique, notamment celle de l'opposition. Donc j'espère que le dialogue va se renouer. Je pense que sans dialogue, on ne peut pas arriver à améliorer le contexte démocratique au sein de la Guinée, de ce pays. Maintenant, nous en avions parlé avec Daouda, il est inconcevable qu'il n'y ait pas d'élection municipale depuis près de 10 ans maintenant. C'est un processus qui n'est pas démocratique. Je pense que le pouvoir a cette responsabilité-là, justement, d'organiser ces élections municipales afin d'apaiser justement le contexte politique. Parce qu'il est très complexe, il est très tendu. Et nous savions qu'il y a des dérives. Nous avions vu les manifestations violentes qui ont eu lieu dans la capitale, à Conakry, et qui a eu lieu déjà, qui a fait plusieurs victimes. Donc j'espère que le dialogue va revenir et que les forces politiques, notamment celles de l'opposition, vont se montrer beaucoup plus responsables qu'elles n'ont été auparavant. Joël, est-ce que le gouvernement a tout intérêt à céder justement cette question des élections municipales avant l'élection présidentielle ? Alors, je ne sais pas si elle a un intérêt à céder sur ce point, mais d'un point de vue démocratique, effectivement, et là je rejoins totalement les propos de Malik, étant donné que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'on sait que forcément il y aura nécessairement une incidence entre le pouvoir présidentiel et ces élections communales, il semble à mon sens, il serait de bonnes raisons, on va dire, d'aller dans un sens d'une ouverture, d'une certaine souplesse, compte tenu des conséquences et des incidents violents que l'on a vus depuis plusieurs semaines maintenant. Alors Daouda, les manifestations de l'opposition, elles ont cessé depuis quelques semaines en Guinée. Est-ce que le mouvement a fini par s'épuiser ? Le mouvement, non, je pense pas que le mouvement a fini par s'essouffler. Il y a eu une ouverture des négociations. Le président Alpha Condé a rencontré l'opposant Cellou Dalein Diallo. Donc ça montre quand même qu'il y avait un brin d'espoir en tout cas. Donc c'est ce qui calme les opposants. On ne va pas manifester pendant que les gens y négocient. Maintenant, je pense que ces mouvements de colère qu'on a vus dans la rue à Conakry peuvent très bien revenir s'il n'y a pas une issue heureuse à ces dialogues politiques, étant donné que la revendication est légitime de l'opposition et semble être également soutenue par la population. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection locale. Les chefs de l'exécutif, les délégations spéciales sont
nommés par le président lui-même, il peut y avoir une crainte de fraude ou alors qu'il soit acquis à la cause du président Alpha Condé. Donc il faudrait aller vers des négociations. Mais ce qui est étonnant dans ce qui a été annoncé, c'est que le président Alpha Condé donne instruction à son gouvernement pour discuter avec l'opposition, alors que c'est lui-même qui doit discuter. Moi, la méthode me paraît quand même assez surprenante. Voilà, donc je pense que là, c'est le dialogue politique, c'est entre le président de la République et l'opposition. Ce n'est pas entre le gouvernement et l'opposition. Entre le gouvernement met en place la politique économique, sociale, etc. du président. Donc si l'opposition peut être appelée effectivement dans le cadre de dialogue par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques, ça peut se comprendre. Mais sur le dialogue politique, il faut que ça se fasse entre l'exécutif et l'opposition, à mon avis. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Dans l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.